Nous avons vu précédemment la courbe de Bode, voyons maintenant ensemble la courbe de Nyquist. La représentation de Nyquist d'un système est le graphique obtenu en représentant pour chaque valeur de oméga le nombre complexe. Voyons un exemple pour un système du premier ordre de ce type. Multiplions par le complexe conjugué et isolons la partie réelle et la partie imaginaire. Nous pouvons calculer l'amplitude en se basant sur la première formule, puis la phase. Quand oméga est égal à 0, si nous remplaçons dans les formules trouvées précédemment, nous obtenons que f est égal à 1 plus 0j. Nous pouvons donc le placer ici. L'amplitude est égale à 1 et la phase est égale à 0 degré, ce qui correspond effectivement à ce point. Quand oméga est égal à 1, pour prendre une valeur au hasard, nous obtenons que f est égal à 1 demi pour la partie réelle, plus moins 1 demi j pour la partie imaginaire. L'amplitude est égale à 1 sur racine de 2 et la phase est égale à moins 45 degrés, ce qui correspond à cet endroit sur la courbe. Si nous prenons oméga qui est égal à l'infini, nous obtenons que f est égal à 0 plus 0j, l'amplitude est égale à 0 et la phase est égale à moins 90, ce qui correspond à ce point-là. La courbe obtenue pour oméga compris entre 0 et plus l'infini est représentée par un demi-cercle en trait continu. Le demi-cercle représenté en pointillé correspond à l'intervalle quand oméga est compris entre moins l'infini et 0. C'est le symétrique par rapport à l'axe réel du précédent demi-cercle. Prenons un exemple pour un système de second ordre. Isolons la partie réelle et la partie imaginaire. Nous pouvons calculer l'amplitude grâce à la première formule, puis sa phase. Attention, la phase, si la partie réelle est positive, alors elle vaut moins arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Sinon, il faut faire pi moins arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Attention, il faudra inverser le signe de la partie réelle. Si nous faisons tendre oméga vers 0, alors f est égal à 2 quarts plus 0j, donc 1 demi plus 0j. L'amplitude est égale à 1 demi. Et la phase, nous sommes dans le cas où la partie réelle est positive, donc elle vaut moins arc tangente de 0, soit 0. Ce qui correspond bien à ce point. Si oméga tend vers l'infini, nous pouvons faire la plus haute puissance qui ici va nous donner moins oméga carré sur oméga 4, moins 1 sur oméga carré qui vaudra 0 quand oméga tend vers l'infini. Même principe ici, nous obtenons moins 3 oméga sur moins oméga 4, ce qui va nous donner moins 3 sur oméga 3 qui va nous donner 0. Donc nous obtenons 0 plus 0j. Nous pouvons calculer l'amplitude qui sera égale à 0 et la phase. Nous serons dans le cas où la partie réelle est négative, ce qui nous donnera une phase. Donc ceci sera égal à 0, car si nous faisons la plus haute puissance, il restera 3 sur oméga, donc 0. Arc tangente de 0 vaut 0, donc il restera moins 180. Et nous voyons bien que nous arrivons ici avec un angle de moins 180 degrés. L'amplitude vaut 0, donc l'amplitude c'est la distance entre ce point-là et l'origine, donc c'est bien le cas. Nous pouvons également faire de même et remplacer oméga par 1. Dans ce cas, nous trouverons ceci. Pour un système du second ordre, nous pouvons généraliser. Et nous remarquons que le coefficient d'amortissement, le epsilon, fait varier la courbe de Nyquist. Nous voyons que plus celui-ci est grand, et plus la courbe sera petite. Et plus celui-ci est petit, et plus la courbe sera grande. Pour tracer la courbe de Nyquist, nous devons partir du contour de Nyquist. Et le contour de Nyquist, c'est un contour fermé. Qu'est-ce qu'un contour fermé? Un contour fermé dans le plan complexe, c'est une courbe continue qu'on peut parcourir à partir d'un point quelconque et finir par repasser par le même point. Par exemple, cette figure est un contour fermé.
fermé, car si je fais le tour, je reviendrai par le même point. Je vais en tracer une autre pour vous montrer. Et je repasse par l'origine. Ici, j'ai bien un contour fermé, puisque si je repasse sur mes traits, je recommence. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si un point est à l'intérieur ou à l'extérieur du contour. Pour cela, comment peut-on faire? Il suffit de tracer une demi-droite du point dans une direction quelconque et on va compter le nombre de croisements de droite à gauche et le nombre de croisements de gauche à droite. Si on a autant de croisements de droite à gauche que de gauche à droite, alors le point est extérieur. Sinon, le point est intérieur et il est encerclé le nombre de différences entre le nombre de croisements de droite à gauche et le nombre de croisements de gauche à droite. Prenons en exemple le point A. Le point A, on voit qu'on va 2 fois dans le même sens. Donc, on encercle 2 fois le point A. Pour le point B, on a une fois dans le même sens. Donc, on l'encercle une fois. Par contre, le point C, on voit qu'on va une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Donc, le point C est extérieur au contour. On considère par convention que le sens dans lequel est parcouru un contour est positif si celui-ci va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et inversement. Nous allons voir maintenant le principe de l'argument. Donc, soit delta S, une fonction rationnelle, analytique, donc rationnelle une fraction, analytique dérivable, simplement, du plan S sauf au pôle. Ça paraît logique puisque les pôles, c'est quand le dénominateur est égal à 0, donc quand le dessous de la fraction est égal à 0. Donc forcément, sauf au pôle, puisque à cet endroit-là, la fonction n'est pas définie. Soit sigma S, un contour fermé, qui est choisi arbitrairement, tel que delta S est dérivable en tous ces points. L'image sigma delta de sigma S par la fonction delta S est un contour dans le plan complexe qui encercle n fois l'origine, où n, c'est la différence entre le nombre de zéros et le nombre de pôles qui sont encerclés initialement par sigma S. Nous allons voir pour cela en détail, car ça peut paraître très compliqué. Prenons l'exemple de notre contour fermé, sigma S, représenté ici en rouge. On voit qu'il encercle un zéro et qu'il n'encercle pas de pôle. Ça veut dire que l'image de sigma S que l'on va appeler donc sigma delta, le vert, ici, va encercler une fois l'origine, car le contour rouge encercle un seul zéro. Donc en fonction du signe de n, si n est positif, le sens de sigma S sera le même que le sens de sigma delta. Et si n est négatif, alors les sens seront inversés. Ici, on le voit. N, donc c'est la différence entre le nombre de zéros moins le nombre de pôles. Donc ici, pour notre contour rouge, n est égal à 1. Donc 1, c'est positif. Donc le contour vert a le même sens que le contour rouge. Pour résoudre le problème de stabilité d'un système en boucle fermée unitaire, qui est représenté ici, donc ici, pourquoi ici on a une boucle fermée unitaire? Parce que ici on n'a rien, on pourrait avoir un élément à cet endroit. Nous, on va travailler toute cette année avec des boucles fermées qui sont unitaires. Pour résoudre le problème de stabilité d'un système en boucle fermée unitaire, donc quand on parle de boucle fermée unitaire, parce que ici on n'a rien, on va travailler avec Nyquist et appliquer le principe de l'argument. Et donc, si on choisit un contour fermé sigma S qui encercle tout le demi-plan droit du plan S, à part les pôles de la boucle fermée, qui sont en fait les zéros, qui sont en fait les solutions ici, donc les zéros de 1 plus boucle ouverte, voici notre contour de Nyquist, représenté ici en bleu foncé. Nous pouvons remarquer que ce contour de Nyquist ne peut encercler que les pôles et les zéros qui sont instables. L'image du contour de Nyquist par une fonction rationnelle, donc une fraction, s'appelle la courbe de Nyquist complète. Pour tracer la courbe de Nyquist, il suffit de suivre cette méthode. Premièrement, vérifier si notre fonction a des pôles à l'origine ou sur l'axe des imaginaires, comme ici. Ensuite,
tracer la partie de courbe qui va de A à E, puis tracer son symétrique par rapport à l'axe des réels, donc à l'axe des X, qui correspond à la partie en fait GK. Tracer la partie de courbe qui va de E à G, souvent ça sera un point unique. Tracer la partie de courbe KLA, et ensuite on relie les différentes parties. Nous allons voir ensemble ceci, ne vous inquiétez pas. On va commencer par tracer la courbe de Nyquist de ce système. Notre fonction a deux pôles, un en S égale 0 et un en S égale moins 1. Nous pouvons donc faire le contour de Nyquist. Plaçons tout d'abord les pôles, puis traçons le contour sur la zone de droite en évitant tous les pôles qui se trouvent sur l'axe des imaginaires. Ajoutons-y des lettres et commençons la courbe de Nyquist. Commençons par tracer l'image de AB. Sur la section AB, S est égal à J oméga, puisque c'est une droite qui monte que sur les imaginaires, avec oméga qui est plus grand que 0, et là on met strictement plus grand, car on voit bien que le point A n'est pas sur le 0, et jusqu'à plus l'infini. Donc on voit bien que S est égal à J oméga, donc sur la partie imaginaire, une droite qui monte en fait comme ça, et qui commence un tout petit peu proche de 0 et qui va aller à plus l'infini. Donc ça va être notre section AB. Nous allons remplacer dans F1 S par J oméga. Nous pouvons simplifier, puis multiplier par le complexe conjugué. Ce qui nous donne donc ainsi nous isolons notre partie réelle et notre partie imaginaire. Nous pouvons simplifier, ce qui nous donne nous pouvons calculer le module de F1 en partant de cette formule. Module de A sur B égale le module de A sur le module de B. Et le module de A fois B est égal au module de A fois le module de B. Nous pouvons donc écrire ceci. Calculons les différents modules. Si nous simplifions, ça nous donne ceci. Nous pouvons calculer la phase en partant de cette formule. Donc c'est l'argument de tout ça. Je rappelle que l'argument de A sur B est égal à l'argument de A moins l'argument de B. Et l'argument de A fois B est égal à l'argument de A plus l'argument de B. L'argument de 1 vaut 0, l'argument de j oméga vaut 90 car nous sommes dans un cercle trigonométrique. À cet endroit, j oméga. Ce qui nous donne donc moins 90 moins arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. Ici, la partie réelle est positive, donc il n'y a pas de problème. Donc, moins 90 moins arc tangente d'oméga. Nous pouvons maintenant faire l'intersection avec les axes. Commençons avec l'axe des réels. Donc quand coupe-t-on cet axe, le point commun entre tous les points de cet axe est que la partie imaginaire est nulle. Donc nous coupons l'axe des réels quand la partie imaginaire est égale à 0. Quand est-ce que la partie imaginaire est égale à 0? Si nous regardons notre formule, nous voyons que quand c'est oméga tend vers l'infini. Ce qui ne nous apporte pas grand-chose pour le tracé de notre courbe. Continuons avec l'intersection avec l'axe des imaginaires cette fois.
Donc, quand est-ce qu'on coupe l'axe des imaginaires? Même principe, c'est quand la partie réelle est égale à 0. Quand est-ce que la partie réelle est égale à 0? Si on analyse la formule, nous voyons que c'est quand oméga tend vers l'infini également, ce qui nous apporte très peu pour tracer notre courbe. Nous allons maintenant faire les asymptotes. Donc quand oméga tend vers 0, que vaut la partie réelle de f? Donc si nous remplaçons oméga par 0, la partie réelle est égale à moins 1. La partie imaginaire, si nous remplaçons oméga par 0, est égale à moins l'infini, car moins 1 sur 0 fait moins l'infini. Le module est égal à 1 sur 0 l'infini, et la phase est égale à moins 90 moins arc tangente de 0, moins 90, car arc tangente de 0 vaut 0. Nous pouvons tracer ceci dans notre courbe. Donc j'ai tracé mon asymptote en moins 1. Donc la partie imaginaire vaut moins l'infini et arrive avec un angle de moins 90. Donc quand oméga tend vers 0, nous avons cette courbe. Faisons maintenant l'asymptote quand oméga tend vers l'infini. La partie réelle est égale, quand nous remplaçons oméga par l'infini, à moins 1 sur l'infini, donc 0 moins. La partie imaginaire, quand nous remplaçons oméga par l'infini, est égale à moins 1 sur l'infini, donc 0 moins. Le module est égal à 1 sur l'infini, donc 0. Et la phase est égale à moins 90 moins arc tangente de l'infini, donc moins 90, donc moins 180. Nous pouvons tracer ceci dans notre courbe. Donc nous sommes, la partie réelle vaut 0 moins, la partie imaginaire vaut 0 moins, donc nous sommes ici et nous arrivons avec un angle de moins 180. Il suffit maintenant de relier nos deux parties de courbe et nous obtenons l'image de AB. Nous allons maintenant faire l'image de DE, qui est en fait le symétrique de l'image de AB par rapport à l'axe des réels, à l'axe des X. Nous allons tracer notre courbe en pointillé. Nous allons maintenant tracer l'image de BCD, qui est en fait un très grand cercle. Donc pour l'image de BCD, nous allons remplacer S par la limite de R tend vers l'infini de R exponentielle de Jθ, qui est en fait la définition d'un grand cercle. Donc R, très grand rayon, et θ, on va lui dire, donc c'est pas un cercle complet, nous on veut aller donc de B à D, donc de 90 à moins 90 pour θ. Nous allons donc remplacer dans F1 S par la limite de R exponentielle de Jθ. Comme R est très très grand, nous pouvons négliger le 1. Ce qui nous donne donc 1 sur la limite de R exponentielle de Jθ, le tout au carré. Ce qui nous donne donc, nous pouvons sortir la limite. Donc exponentielle de Jθ au carré, ça va faire exponentielle de 2Jθ. Nous pouvons monter l'exponentielle de 2Jθ qui va devenir exponentielle de moins 2Jθ. Nous avons donc également un cercle de rayon, la limite quand R tend vers plus l'infini de 1 sur R carré, ce qui va nous donner 0. Et d'angle, moins 2θ. Donc θ va aller de 90 à moins 90. Donc ici, on va aller de moins 180 degrés. Donc moins 2 fois 90, ça va faire moins 180, à
moins 2 fois moins 90, 180 degrés. Nous pouvons tracer ceci sur notre courbe. Donc, nous avons un très petit cercle qui va de moins 180 degrés à 180 degrés. Il nous reste à calculer l'image de EFA. EFA est un très petit cercle. Nous allons donc remplacer S par la limite. Ici, nous allons dire ρ, parce que ρ c'est un nombre très petit. ρ tend vers 0 de ρ exponentielle de jθ. Ici, ce n'est pas un cercle comprimé, même principe, on veut faire EFA, donc θ va de moins 90 à 90 degrés. Remplaçons dans f, s par la limite de ρ exponentielle de jθ. Ici, nous allons pouvoir négliger la limite ici, car quelque chose de très petit plus 1, ça fait bien 1. Ce qui nous donne, nous pouvons sortir la limite, fois 1, donc il n'y a plus rien. Nous pouvons monter l'exponentielle, ce qui nous va nous donner exponentielle de moins jθ. Nous avons donc également un cercle. Son rayon est égal à la limite de ρ tend vers 0 de 1 sur ρ, c'est-à-dire l'infini, donc un très grand cercle, et son angle est égal à moins θ. Θ allait de moins 90 à 90, donc ici on va aller de 90, l'inverse, à moins 90. Nous pouvons donc tracer ce très grand cercle qui va de 90 à moins 90. Voilà. Il suffit maintenant de relier les différentes parties de courbe, comme ceci, et de déterminer le sens de notre courbe. Revenons sur notre contour. Calculons le n qui est égal au nombre de zéros moins le nombre de pôles qui sont encerclés par le contour. Ici, nous voyons que notre contour n'encercle rien, donc n est égal à 0. 0 est positif, donc le sens de notre contour sera le même que celui de notre courbe. Donc, dans ce sens. Et nous pouvons remarquer que notre courbe de Nyquist encercle 0 fois l'origine, car n était précédemment égal à 0. Nous verrons à la fin de ce chapitre l'utilité des courbes de Nyquist. Revenons sur la courbe qui est tracée via MATLAB. Vous allez me dire que ce n'est pas du tout la même. Mais si, en fait, nous ne voyons pas l'infini et nous avons cette courbe-là. Dans la vidéo suivante, nous allons réaliser le deuxième exemple.